Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Tous les ans, c'est la même chose, le week-end de Pâques, qui commence avec le vendredi saint, où on ne mange pas de viande, et se finit le lundi avec une overdose de chocolat et un foie criant. Eh bah oui, je suis bien remis de tous ces événements, et je suis heureux également de vous accueillir dans La France Libre, une émission du CNTF-CH avec ce soir Bruno et Philippe et Jean-Pierre qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Et vous, messieurs, dames, comment vous l'avez-vous passé ce week-end de Pâques? Bien, j'espère. Bienvenue. Merci de ton introduction tonitruante et pleine de vivacité. On l'a bien passé, enfin je l'ai bien passé et j'espère qu'autour de moi beaucoup de gens l'ont bien passé, malgré un temps mitigé bien entendu, mais qui n'était pas trop froid, donc qui est conforme aux normes saisonnières comme on dit. Voilà, donc on se fait toujours poursuivre par des gourous qui nous expliquent qu'on est en train de réchauffer la planète, mais on en cherche toujours les traces de ce réchauffement. Alors n'appelons pas trop au loup non plus, comme on dit, ça risquerait de le faire venir. Donc voilà, on est très bien, ça s'est très bien passé. Et effectivement, le chocolat a fait ses ravages, mais c'est passé, comme dirait l'autre. Je vous fais pas de dessin, tout va bien. Ça s'est passé tout droit. Donc voilà. Donc je cède la parole après cette introduction un peu bénigne, mais qui cache sûrement d'autres choses plus importantes. Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, effectivement, Philippe, moi je voulais juste rappeler à ceux qui nous écoutent que selon la prophétie célèbre de Malachie, le pape qui vient de décéder serait le dernier pape en tant que tel. Après, il y aurait un certain Pierre le Romain qui serait élu et qui ferait la transition entre l'Église catholique qui a 2000 ans et quelque chose de nouveau qui pourrait arriver donc à nous amener à un certain âge d'or après quelques tribulations négatives. Donc, on va voir si cette prophétie est une prophétie ou si c'est simplement une marche à suivre qui avait été dictée par certaines élites oligarques pour permettre à l'Église catholique de continuer à dominer les masses. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Ça risque d'être assez intéressant. Alors, c'est passionnant ce que tu développes là, puisque ça nous oblige à faire la différence entre la croyance et la certitude. À la croyance, ça se conteste pas. Je crois que personne ne peut m'enlever ça de l'idée, et c'est ma croyance, et tu ne peux pas me l'enlever de l'idée. On a des croyances religieuses, on a des croyances même scientifiques. Une fois, j'ai dit ça à un scientifique qui m'a dit les scientifiques n'ont pas de croyances, ils n'ont que des démonstrations. Et oui, effectivement. Donc, les scientifiques d'avant Copernic pensaient que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, et puis après, c'était l'inverse, quoi. Donc, ça dépend aussi des certitudes qu'on a et des croyances. Bon, voilà. Certitude et croyance aujourd'hui, c'est de la prophétie que tu viens de désigner, de prononcer, ne sera pas forcément crue que par des religieux et ne sera pas forcément acceptée que par des gens qui ne sont pas dans la religion. En d'autres termes, ça veut dire que ces prophéties, elles sont basées sur quelque chose de physique, ce qui est la notion du temps, passé bien évidemment, et présent et à venir, qui échappe à certaines règles terrestres dès lors qu'on dépasse certaines frontières. Encore faut-il être allé au-delà de ces frontières. Et on a des témoignages de gens qui prétendent avoir été au-delà de ces frontières et avoir vécu ces passages dans le temps, etc. Donc dès lors qu'on est un passager du temps, on peut effectivement faire des prophéties qui sont elles-mêmes liées aux personnes qui auront entendu l'histoire, qui connaîtront cet avenir et qui se chargeront à titre personnel de le dévier, de le changer. Si c'est une demande forte, si c'est un avenir catastrophique, ou au contraire, d'accélérer le mouvement vers cet avenir s'il s'agit d'un avenir brillant. Et pourquoi pas. Voilà. Donc, nous sommes vendeurs d'espoir et de joie ce soir, c'est-à-dire qu'on ne dit surtout pas aux gens ce qu'il faut penser, on leur dit surtout pas que ce qu'on dit c'est pain béni et que l'avenir est le passé est l'avenir. Donc, tout ça, ça rime à rien dans nos cerveaux, ça n'est pas repéré dans nos cerveaux. Par contre, il y a des prophéties qui se sont réalisées. Alors, bien sûr, on pense à Nostradamus, on pense à un certain nombre de personnes, mais aussi on sait qu'il y a des personnes aujourd'hui sur cette planète qui reviennent avec des témoignages écrits qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Mais lorsqu'on les lit, on est quand même frappé par un certain nombre de cohérences, et non pas d'incohérences, je dis bien de cohérences. Un certain nombre de cohérences dans des physiques différentes, dans des univers différents, à des années-lumière les uns des autres,
mais par lesquels on peut se rapprocher grâce à des méthodes techniques qui, pour l'instant, ne sont pas encore accessibles à l'humanité, mais ça va venir et on est au bord de ça, à fringe en anglais, au bord de ça. Hein. Donc voilà. Et c'est ce bord-là qu'on ressent en ce moment parce que nous avons un monde qui est en bascule. Nous avons effectivement au niveau politique Monsieur Trump, Monsieur Poutine, Monsieur Xi, qui sont en train de bouleverser les données géopolitiques de la planète et qui nous promettent, en tout cas en ce qui concerne Monsieur Trump et en ce qui concerne son pays dans un premier temps, c'est-à-dire les États-Unis, qui promet à son peuple en quelque sorte, tout simplement le veau gras, quoi, hein, c'est-à-dire l'âge d'or, c'est-à-dire de l'argent à gogo, etc. De telle sorte d'ailleurs qu'on se pose tout de suite la question, mais s'il y a autant d'argent à distribuer, que va valoir cet argent s'il appartient à tout le monde, sa valeur étant basée essentiellement sur la rareté, évidemment. Hein. Mais toutes ces réponses-là, elles existent. Toutes les réponses à ces questions, elles existent. C'est le message que nous ferons passer ce soir. Il y a des personnes qui sont un petit peu plus virulentes et qui y prétendent, et non sans raison, car elles en ont. Peut-être que il y a la forme du satanisme qui nous a longtemps envahis et qui nous envahit encore probablement, hein, mais qui se fait chasser de cette planète par des armées, tout simplement, des armées de soldats, alors qu'ils soient américains, français ou autres, je ne sais pas, qui appartiennent à des armées. Ce que je dis là, c'est pas du fantasme, hein, c'est de la conviction, et ça n'est pas non plus une façon de vous dire croyez ce que je vous dis et ne croyez personne d'autre non plus. C'est simplement une façon de raconter l'histoire d'une façon qu'on n'a jamais entendue, et il est très probable que dans un avenir proche, ce que nous allons voir ne va ressembler à aucune des histoires que vous avez vues, lues, entendues, et qui va se rapprocher un petit peu des plus extravagants scénarios de films de science-fiction. C'est ma conviction. Et Alors, si on prépare les gens à ça, ça va se passer bien mieux que si on ne les prépare pas à ça. À toi, Bruno. tout à fait, Philippe. Alors, je vais passer la parole à Sylvain pour nous montrer un petit peu l'actualité du jour en images. Ouais, et je voudrais quand même dire mon ressenti sur les prophéties. Moi, je trouve ça dangereux, les prophéties, car elles ont quand même tendance à nous faire oublier la capacité que l'on a à se sauver soi-même. L'actualité en images, allez, on regarde tout de suite. C'est monsieur Bernard Arnault qui nous parle des intérêts de l'Europe, et en l'occurrence, de ses intérêts financiers à lui. Moi, je suis favorable. Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors, c'est pas toujours facile parce que l'Europe, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Par exemple, l'agriculture en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on leur colle une nouvelle réglementation. Je le cite, ces négociations sont vitales pour beaucoup d'entreprises en France et malheureusement, j'ai l'impression que nos amis britanniques sont plus concrets dans l'avancée des négociations. Donc l'Europe négocie mal, donc tout est de la faute de l'Europe. J'ai trouvé la formule de M. Arnault cliché, faible, est franchement très malvenue. Nous sommes dans le cadre d'un conflit commercial. Le président, vous l'aimez ou pas, appelle effectivement au patriotisme économique. On attend d'une figure qui s'exprime comme un souverainiste à ce moment-là qu'il parle de renforcer la France ou que sais-je. Mais s'il va aller s'installer aux États-Unis, chose qu'il a faite. Et parlons des résultats concrets de son installation, notamment au Texas, des résultats de l'usine. Il semble découvrir que les maroquiniers ne courent pas les rues des États-Unis. Donc ça se passe pas bien. S'il y va davantage, c'est pas, contrairement à ce qu'il nous disait il y a quelques semaines, parce que l'endroit lui plaît et que ça respire la liberté aux États-Unis, c'est parce qu'il a peur. Toujours aussi pathétique, l'actualité en images. Ça me fait sourire. Déjà de voir Bernard Arnault donc qui dit ça, parce que ça signifie quoi? Ça signifie que maintenant même les plus grands oligarques français commencent à en avoir marre du système. Donc ça rappelle un peu ce qui s'est passé dans la Grèce antique quand certains oligarques finalement ont rejoint la démocratie. Et puis ce qui me fait rigoler aussi, c'est d'entendre ce qui est dit après par les commentateurs journalistes qui bien évidemment restent eux bien inclus et bien enfoncés dans le système. Donc, on voit que les choses commencent à changer parce que à partir du moment où on entend des gens comme Bernard Arnault, qui avant était toujours très discret,
bien ça veut dire que ça bouge et probablement dans le bon sens à partir du moment où les peuples eux aussi commencent à prendre conscience de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer plus tard. Il faut comprendre par là que ça fait 2500 ans que nous sommes sous oligarchie, que nous subissons l'oligarchie. Oui, mais 2500 ans face à l'oligarchie et maintenant, hein? Et voici annoncé le titre de ce soir. Tout à fait, Sylvain. Alors, je vais, avant de passer la parole à Philippe et à Jean-Pierre, je vais évoquer très rapidement un certain nombre de points qui se sont passés depuis ces 2500 ans. Il faut savoir que l'idée de la démocratie remonte au fond des âges, parce qu'on a découvert dans les ruines de Santorin en Grèce les ruines d'une ancienne ville qui apparemment a été construite avec des bâtiments de très bonne qualité et tous les mêmes pour la totalité du peuple. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de palais royal, il n'y avait pas, on voit qu'il n'y avait pas de hiérarchie visible. Donc, on peut penser que c'est finalement l'origine de la démocratie qui remonte peut-être même encore plus ancien que tout ça. Mais là, on est quand même, ça se situe quand même aux alentours de moins 3000. Donc, c'est quand même important. Et puis, on a vu que cette démocratie s'est développée en Grèce grâce à Ephialtis et qu'elle a duré 140 ans et que malgré toutes les guerres, malgré toutes les bagarres que l'oligarchie a voulu créer pour empêcher cette démocratie de subsister, elle a quand même réussi à subsister 140 ans. Et on peut croire, certains peuvent croire que l'idée a disparu depuis. Eh bien non. Eh bien non. Au cours des âges, il y a eu énormément de révoltes populaires, il y a eu énormément de personnes aussi, d'individus ou d'écrivains qui ont parlé de la démocratie, qui ont essayé de la faire renaître. Alors malheureusement, souvent, ça a été donc pour des résultats mauvais, négatifs, étant donné qu'ils se sont fait bien freiner et même jusqu'à assassiner. Quand je prends l'exemple de la révolte de Spartacus dans l'Empire romain, qui n'était plus une république, et même en tant que république, elle n'était pas du tout une démocratie. Eh bien, on s'aperçoit que malheureusement, cette révolte, elle a conduit au néant. Et puis, on peut parler aussi de Jésus, pas en tant que religion, mais en tant qu'individu qui était déjà pour l'époque un lanceur d'alerte qui disait au peuple qu'il fallait être soucieux du bien des autres, du bien d'autrui. Il n'était pas contre les riches, parce qu'un de ses meilleurs amis était très riche, hein, Joseph d'Arimathie. Et donc, ce personnage, quel que soit ce qu'il est devenu, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité ou pas, ça, c'est du domaine de la religion, mais c'est quand même quelqu'un qui a lancé un message au peuple en disant qu'il fallait que les peuples vivent dans la solidarité. Et puis après, on a eu des révoltes au Moyen Âge, on a eu les jacqueries, des paysans qui se révoltaient contre les taxes, etc. Et puis ça a été à chaque fois réprimé par l'oligarchie. Mais l'idée de démocratie a continué, elle a survécu. Quand on lit des auteurs comme Rabelais, quand on lit aussi les textes comme Perceval le Gallois qui a écrit les livres concernant donc la quête du Graal, bien la chevalerie, tout ça c'était des idées qui rejoignaient les idées de la démocratie et du fait d'aider le peuple et d'aider les pauvres à s'enrichir et à les protéger. Et puis on a eu après à l'époque des Lumières, on a eu donc Voltaire, on a eu Rousseau, et puis on a eu la Révolution française où là aussi on aurait pu rentrer dans une vraie démocratie. Malheureusement, cette révolution, elle a été noyautée et reprise par les Jacobins, et donc on a eu après un ancien régime qui était dominé par les nobles et le clergé, et ben on a eu un nouveau régime dominé par l'oligarchie bancaire et de la haute bourgeoisie. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui, et on nous fait croire encore que la République c'est le meilleur système qui soit, alors qu'en fait l'idée de la démocratie renaît depuis longtemps et de plus en plus, et notamment grâce à ce que nous faisons, nous, au Conseil national de transition français, Canal historique, où on a remis au goût du jour la démocratie telle qu'elle a existé en Grèce pendant 140 ans, il y a 2500 ans, et cette démocratie, donc, on peut l'adapter totalement au XXIe siècle. Donc, on peut constater que malgré ces 2500 ans d'oligarchie qui a essayé d'étouffer l'idée, l'idée de la démocratie, elle est toujours là, elle est restée,
Et on est en train, au XXIe siècle, et surtout en ce moment, d'assister à un changement de société au niveau mondial. Et quand Trump a parlé du retour d'un âge d'or, ça peut rejoindre effectivement aussi certaines prophéties qui disent que malgré des périodes négatives, eh bien, on arrivera à s'en sortir et que la civilisation va avancer, elle va monter d'un cran. Et comme le dit souvent Jean-Pierre, dans une spirale évolutive, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus positif, à condition que les peuples se réveillent, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Jésus lanceur d'alerte, c'est un peu profane. Moi, je dirais plutôt Jésus diseur de vérité. Tout à fait. Oui. On a Gandhi aussi. Gandhi est un exemple aussi par rapport à ça. Hein. Il a réussi à changer son pays dans la non-violence. C'est vrai que la vérité est essentielle. Hein. C'est vraiment un but essentiel. Et elle nous fait grand défaut aujourd'hui, quand, à travers des médias qui nous abreuvent de fausses informations, quand ce ne sont pas des mensonges complets. Et de ça, les habitants de la planète doivent se défendre, obtenir la vérité, d'exiger la vérité. Ça peut se faire auprès de procès, ou au cours de procès, ça peut se faire au cours de réunions, ça peut se faire au cours de séances d'aveux, ça peut se faire au cours de tout ce qu'on veut. Mais il va falloir que ceux qui nous la cachent finissent par nous la dévoiler, hein, nous la montrer, et que ça vienne d'eux et pas forcément d'autres. C'est à eux de le faire. Donc voilà, donc ça marquera la fin, j'espère définitive, d'intrusion sur cette planète d'êtres qui ressemblent à des hommes ou qui sont des hommes. Et qui sont associés avec des gens qui ressemblent aux hommes et qui ont tout fait pour justement démolir l'idée de démocratie qu'on évoquait à l'instant, pour la remplacer par la République, qui est une sorte d'avatar des groupements humains, des assemblées. Hein, l'avatar des assemblées, ça serait la République par laquelle la liberté, l'horizon indépassable de la liberté, au travers laquelle ça passe. Alors qu'en fait, ça marche pas du tout. Ce qui marche, c'est effectivement l'idée de démocratie, mais non pas comme une sorte de teinture, comme une sorte de sirop dans un verre d'eau, dont on mettrait plus ou moins de doses selon les circonstances. Ça n'a rien à voir avec ça, la démocratie. La démocratie, c'est véritablement des règles simples, mais qu'il suffit de respecter pour obtenir ce qui s'est passé pendant la Grèce antique avec la floraison de la civilisation hellénique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qu'il convient de ne pas oublier. Car quand un peuple est à la fois libre, quand il a cherché sa liberté, et à la fois travailleur, et qu'il doit aussi prendre de lourdes responsabilités face à la nécessité de faire la guerre au peuple d'en face qui a décidé de ne pas adhérer à ses principes politiques, eh bien, on n'est pas dans la facilité du tout. On n'est pas dans une théorie lénifiante qui consiste à dire tiens, on va faire comme ça, on va voir si ça marche. Non, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une narration autour de la démocratie bien avant qu'elle ne soit installée, et en particulier à Athènes, bien sûr, ou 20 ans avant qu'elle soit mise en avant par Ephialtis. Eh bien, Ephialtis lui-même avait évangélisé, passez-moi l'expression, ou en tout cas avait expliqué aux Athéniens en quoi consisterait une démocratie et ce que ça pourrait leur apporter. Alors évidemment, ils avaient les oreilles tendues lorsqu'ils disaient ça, mais comment se débarrasser de la pression des oligarques qui eux-mêmes écoutaient ça d'une oreille lointaine en se disant c'est des foutaises, jamais ils n'oseront passer à l'acte. Et ils sont passés à l'acte dans des circonstances intelligentes, dans certaines circonstances, ils ont eu l'intelligence de dire comme il fallait. Voilà ce qui s'est passé. Eh bien, nous, il faut qu'on réhabilite ce type de démarche, et qu'on la remette au bout du jour et qu'on prouve que ça marche. Alors, il y a une définition que Iota qui est souvent parmi nous donne de l'univers. L'univers, c'est à la fois des vibrations, de la musique et de la démocratie. Eh bien, j'ai parlé de ça à plusieurs physiciens, ils m'ont dit oui, c'est exactement ça. Voilà. Seulement, on ne dit pas. Voilà. Philippe, je voudrais rajouter aussi que on peut être très optimiste parce que ce qu'oublient toujours les oligarques, c'est que le peuple représente la force par le nombre et la force par l'intelligence, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire aux gens. Et malgré les écrits des plus anciens, hein, malgré les écrits de Platon qui était contre la démocratie, jusqu'aux écrits de Machiavel qui donnaient des méthodes à l'oligarchie pour pouvoir contrôler les peuples, jusqu'au même au cours qui était donné à l'ENA avant que l'ENA soit transformée, où à l'ENA on donnait des cours de manipulation des masses. Bien, ça montre que l'oligarchie a toujours eu très peur du peuple, contrairement à ce que les peuples contrairement à ce qu'on peut faire croire au peuple, l'oligarchie a peur du peuple.
Malheureusement, les peuples s'en rendent pas toujours compte, mais quand les peuples s'en rendent compte, à partir de là, les peuples prennent le pouvoir et dominent. Parce qu'en fait, l'oligarchie, c'est une petite quantité de personnes, alors que les peuples représentent des millions et voire des milliards de personnes. Et donc, c'est ce qui fait la force d'un. Et l'oligarchie a beau essayer de maîtriser, de désinformer la population. Maintenant, on a la chance, grâce aux nouveaux outils de communication comme Internet, on a la chance de pouvoir maintenant avoir des peuples qui se libèrent par eux-mêmes et qui se détachent de la désinformation et des informations mauvaises qu'on peut leur donner pour leur faire croire, pour leur faire prendre des disciples pour des lanternes. Et ça, maintenant, ça se termine. Et donc, il faut être très optimiste pour l'avenir, parce que l'avenir, il est déjà en train de s'installer actuellement. Et le changement de civilisation, il est déjà en train de se faire. Alors justement, oui, c'est de ça qu'on doit quand même parler un petit peu avant de se quitter. Il nous reste un peu de temps. C'est qu'est-ce qui a changé entre, allez, on va dire Vercingétorix pour faire simple, et aujourd'hui, quoi. Bon, on a vu passer toutes les systèmes de tyrannie, de royauté, de république, et on est un petit peu exsangue et on est surtout découragé pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous qui ne savent plus où regarder et surtout pas à la télé, parce qu'ils ont vraiment le sentiment de se faire promener, de se faire balader, comme on dit. Hein. Voilà. Donc c'est qu'est-ce qui change? Eh bien justement, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, politiquement, stratégiquement, militairement, économiquement, tout ce qu'on veut. Ça se passe un peu extérieurement à la France, quoique effectivement, lorsque Monsieur Arnaud tout à l'heure disait dans l'entretien, dans l'interview, qu'il voulait obtenir certaines choses de l'administration française, on a presque envie de pleurer pour lui, hein, puisque jusqu'à maintenant, les oligarques qui le représentent largement avaient plutôt la prérogative de dicter aux politiciens ce que eux devaient faire, et pas l'inverse. Donc venir pleurer devant un micro en disant il faudrait que la politique, que l'administration soit mincérée, etc., c'est même pas l'hôpital qui se fiche de la charité, c'est trouver un prétexte pour pleurer, quoi. Hein, et ils sont en train de nous montrer qu'ils pleurent. Alors comme le disait tout à l'heure Bruno, effectivement, s'ils pleurent, c'est qu'ils ont peur. S'ils ont peur, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont si peur que ça? Ben effectivement, là on a les BRICS, le montage des BRICS, ces différents pays qui ont décidé de sortir sortir comment ça s'appelle, de sortir du dollar, hein, de la zone dollar et de la zone SWIFT, tout simplement. Et puis on a d'autres choses. On a la fin de la réserve fédérale, qui n'était ni une réserve ni fédérale d'ailleurs, mais tout le monde le sait. Mais maintenant, ça devient presque officiel. Enfin, c'est officiel. Et donc, avec la fin de ça, c'est désormais les États-Unis d'Amérique qui vont émettre leur monnaie et non plus la réserve fédérale, qui était une réserve privée, encore une fois, non réserve et non fédérale. Donc, on rétablit des équilibres. C'est ça, la sortie du chaos, c'est quand on rétablit les équilibres. Et c'est ce que fait M. Trump a priori. Je ne suis pas un tenant inconditionnel de M. Trump. Je connais ses défauts personnels, mais je suis à peu près certain qu'il n'est pas tout seul à agir et à parler quand il agit et qu'il parle, et qu'il est soutenu, supported, comme on dit en anglais, hein, au sens de la miséricorde, ce mot français qui signifie le soutien. Il est soutenu par des gens de l'État en général et qui sont du bon côté, c'est-à-dire du nôtre tout simplement, et qui pensent que le nombre que nous sommes a vocation à perdurer et non pas à perdre 90% de sa population, comme Monsieur Schwab nous l'a indiqué. Tiens, rebondissons juste quelques secondes sur Monsieur Schwab, qui a donné sa démission de toute façon, de toute manière, à toutes les responsabilités qu'il pouvait encore avoir aujourd'hui. C'est arrivé exactement le même jour que la mort du pape. Donc ceux qui voient des liens, qui n'hésitent pas à nous les signaler et nous signaler pourquoi. Voilà, Monsieur Schwab et Monsieur Soros, dont on entend beaucoup moins parler. Donc on a le sentiment qu'un rééquilibrage se fait, qu'on n'entend plus parler ceux qui parlaient beaucoup, qu'on commence à entendre bien parler ceux qui ne parlaient jamais. Et ce mouvement, à mon avis, de retour de balancier de pendule ne fait que commencer. Et il est dans une bonne direction. Voilà les messages qu'on voulait passer ce soir, je pense. Jean-Pierre. Oui, je veux bien. Avec plaisir. J'ai entendu parler de prophétie. Alors, il y a une sorte de refrain entre chaque prophétie. Nous sommes le pouvoir de changer cela. Chaque prophétie catastrophique. Nous, dans beaucoup, immensément de religions, nous sommes censés à savoir à chaque instant
avoir un pouvoir, si petit soit-il, de changer quelque chose à ce qu'il advient. Puisque nous faisons advenir ce à quoi nous croyons et ce à quoi nous donnons notre énergie. Alors, nous ne faisons pas advenir systématiquement ce que nous voulons, mais à quoi nous croyons et à quoi nous donnons notre énergie. Et donc, nous sommes le pouvoir de changer cela en choisissant à quoi nous voulons donner notre énergie. Il y a dans les peuples primitifs, toujours quand il y a une grosse opération à faire, j'en ai déjà parlé, un être de la tribu qui est choisi pour dire ça ne marchera pas, on va pas y arriver et tout ça. Et les autres répondent en chœur, ensemble nous y arriverons. C'est un ensemble qui inclut en même temps celui qui dit que ça marchera pas. Parce qu'il fait son boulot quelque part de doper les troupes, de booster la volonté d'y arriver ensemble. Et c'est ensemble que nous y arriverons. Ça n'est pas individuellement les uns contre les autres, c'est en harmonie, y compris avec ceux qui luttent contre nous. Alors merci à eux. Mais Jean-Pierre, on peut penser aussi que les fameuses prophéties, c'est tout simplement une marche à suivre qui a été donnée par des personnes pour suivre un peu. Ou alors, ça peut être aussi des avertissements qui sont donnés par des gens qui ont réfléchi beaucoup sur ce qui risque de nous arriver. Et effectivement, comme tu dis, on a notre libre arbitre. Donc, le fait que les prophéties nous prédisent, nous avertissent de quelque chose, peut justement faire que nous, on va faire ce qu'il faut pour éviter que ça arrive. Voilà. Merci d'avoir entendu. On va se quitter sur quelque chose que j'ai entendu ce week-end de la part d'un politicien qui disait ceci: aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus besoin d'être intelligent. Non, il y a l'intelligence artificielle pour cela. Il suffit tout simplement d'obéir. Mais n'oublions pas une chose, l'intelligence permet la désobéissance et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Merci à vous d'être présents donc à ce rendez-vous, La France Libre. Le prochain rendez-vous dans 48 heures, donc vendredi, juste avant le week-end. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre. Excellente soirée.